Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de West Odyssey, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest. Je suis Loup Pinet, avocat, et j'accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur société, que cela soit dans le cadre d'entrée de nouveaux associés via des levées de fonds par exemple, mais aussi dans le quotidien par la rédaction de contrats ou le suivi global du juridique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Édouard Moureau, cofondateur de ST Viabiz, une plateforme pour améliorer la santé des collaborateurs en entreprise, dont le siège social est basé à Saint-Malo. Bonjour Édouard. Aujourd'hui, Alors, Édouard, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, Viabiz, c'est quoi? alors c'est en quelques mots, en très simple, en 30 Wow, secondes, je peux prends le tous temps le que tu faire, et as, puis prends le temps que tu on veux. va en dérouler un petit peu. Mais en réalité, en une phrase, Viabis, c'est un Doctolib en B2B. Et donc, c'est en fait une plateforme de santé à destination des RH pour leur permettre de faire venir des professionnels de santé sur le travail. Aujourd'hui, on se concentre sur le bien voir avec des opticiens, le bien entendre avec des audioprothésistes, le bien dans son corps avec des kinés, des ostéos, des sophrologues, des diététiciens, infirmières, et puis et des sages-femmes. Et puis on a aussi le bien dans sa tête avec des psys. Aujourd'hui, on a réussi à phagocyter une dizaine de métiers et on a atteint un réseau aujourd'hui de 35 000 professionnels de santé sur tout le territoire pour justement irriguer en fait auprès des RH cette communauté de santé. Et donc, on a un double enjeu. Un premier enjeu business qui est de faire en sorte que les RH, dès qu'ils ont un réflexe, dès qu'il y a un besoin de santé, ils ont un réflexe Viabiz. Exactement comme aujourd'hui, quand on veut un rendez-vous avec un médecin, on a un réflexe Doctolib. Demain, il faut que ce soit Viabiz pour les entreprises. Et donc, ça implique d'être partout. Et on a un deuxième enjeu qui est la mission qu'on s'est donnée, puisque Viabiz va devenir, à l'initiative de notre prochaine levée, va devenir une entreprise à mission d'un point de vue statutaire. Et donc, on s'est donné pour mission d'éradiquer les déserts médicaux et le renoncement aux soins sur tout le territoire. Donc, c'est une mission assez noble. Et donc, si on réussit, on va aider des milliers de gens, des centaines de milliers de gens, à avoir accès aux soins et pouvoir désenclaver les territoires partout en France. Cette notion de RSE, c'est une notion qui est extrêmement importante. La société à mission, se trouver une raison d'être, hein. La raison d'être est inscrite dans les statuts. Alors, justement, cette raison d'être, on peut en parler d'ores et déjà. Est-ce que ça a été compliqué de la rédiger? Parce que souvent, il y a tout il y a tout un process, en fait, avant d'arriver au wording que l'on souhaite, et surtout aussi les objectifs que l'on va se donner. Et aussi, le plus important, c'est pas de faire du greenwashing, si je puis dire. Souvent, le RSE est basé aujourd'hui sur Tout à fait. l'écologie, mais aujourd'hui, enfin, la société Viabiz, c'est plutôt sur le bien-être, donc les déserts médicaux et bien-être au travail. Donc ces objectifs-là, comment est-ce que vous allez les mettre d'un point de vue opérationnel? Comment est-ce que vous allez réussir à les mettre en place pour éviter que ce soit juste un coup marketing, mais justement que ce soit quelque chose de très opérationnel et de très concret au sein de l'entreprise? En fait, c'est une très bonne question. À la fois, c'est difficile et c'est aussi très facile. En fait, quand tu es au tout début, déjà, tu as une agilité qui est importante et donc tu as une mobilité qui est forte. Tu te retrouves qu'entre fondateurs et donc, en principe, tu as quand même une communauté d'intérêts et de valeurs, surtout, qui fait qu'en fait, tu es aligné assez rapidement sur les mêmes enjeux. Et finalement, c'est quelque chose qui nous excitait tous les trois, donc mes deux associés et moi, puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes valeurs, le même but derrière. Et donc, il y a vraiment cette notion d'aider en fait, les gens et de se rendre utile et de se dire aujourd'hui, on vit dans un pays super, on vit dans un pays où il y a la sécurité sociale, où il y a normalement un universalisme et un pays humaniste. Et en fait, la sécurité sociale a du mal à remplir sa mission et c'est devenu un petit peu un comptable public et qui perd un peu de vue la partie santé, un peu malheureusement pour plein de raisons. Et du coup, on se dit, ben mince, il y a des professionnels de santé qui souffrent et des professionnels de santé qui attendent des patients toute la journée. Et puis de l'autre côté, il y a à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, il y a des particuliers et il y a des patients qui sont en besoin de santé, qui sont en souffrance et qui, en fait, on se dit, bien, il y a quand même un problème. Et donc, on va résoudre ce problème en se penchant, en utilisant un lieu commun, aujourd'hui l'entreprise, puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'au sein des entreprises, c'est pas moi qui l'annonce, hein, ce sont des grandes mutuelles qui annoncent qu'aujourd'hui, le coût du mal-être en entreprise, il a été chiffré à 14 310 euros par an par salarié.
Et Ce sur qui est ces énorme. 14 300, ouais, c'est quoi ça? Ça fait 1100, 1200 euros par mois par collaborateur. Et il y a à peu près 60% de dépenses de santé. Et donc, c'est un arrêt de travail, c'est un licenciement pour inaptitude, etc. Tu cumules mis bout à bout. Et ça peut aller très très vite. Exemple, un salarié qui devient sourd à cause du travail. Aujourd'hui, c'est un coût à peu près à 100 000 euros pour l'entreprise pour prendre en charge la surdité du collaborateur. Et donc, ce sont des coûts qui explosent complètement. Et les entreprises se sont rendues compte que ça coûtait moins cher de prendre en charge la santé de leurs collaborateurs que de laisser faire. Et en plus, ils se disent, mais mince, en fait, on a aussi un rôle social, on a aussi un rôle sociétal, on est présent sur le territoire, on est là aussi pour, bien sûr, donner un travail aux gens, mais aussi pour créer de la valeur, et créer de la valeur aussi d'un point de vue territorial, et se dire, mince, on est aussi des acteurs, il n'y a pas que les acteurs publics. Aujourd'hui, c'est une période électorale, donc on pourrait se dire, oui, c'est un réflexe aussi très français de se dire, c'est à nos dirigeants politiques et au gouvernement d'établir des choses. Mais en fait, non, il y a plein de relais partout. Il y a des associations, il y a des entrepreneurs, il y a la vie civile. Et en fait, c'est aussi un enjeu vraiment global. Et en fait, prendre soin des gens, prendre soin des collaborateurs, c'est hyper important. Et c'est ce que disait d'ailleurs Sir Richard Branson. On s'est rendu compte avec plaisir qu'en fait, c'est pas, on n'a rien inventé en fait. Et il disait, il faut prendre soin de vos salariés parce qu'ils prendront soin de votre business. Et en fait, dit comme ça paraît super cohérent. C'est vrai que si les gens sont heureux de venir bosser, ils sont contents de venir bosser dans l'entreprise, ils se sentent en bonne santé, ils se sentent bien dans leur basket, et ben, ils vont être plus performants, ils vont être plus heureux, ils vont être moins malades, ils vont être plus souvent là, ils vont bien parler de vous, et puis ça fait du bouche à oreille positif. Et donc c'est très facile de l'énoncer, mais en fait, on se rend compte qu'on a un petit peu perdu cet objectif de vue avec un capitalisme très financier dans les années 80-90. Et aujourd'hui, on ressent un peu ce capitalisme français un peu presque paternaliste où on veut aussi se dire, mince, on a un rôle social et il faut s'y tenir, il faut faire quelque chose pour prendre soin des gens. Donc, ça passe pour certaines boîtes par un suivi psy, pour d'autres, un suivi diététique, pour encore d'autres, des séances d'ostéo, proposer des services de garderie, etc. etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mises en place. Et nous, ce qu'on veut, c'est proposer une offre, un guichet unique qui permettra aux entreprises de non pas avoir 20, 30, 50 prestataires qui vont venir, mais un seul point de contact et où ils pourront avoir accès à tout ce catalogue de services de santé et plus tard bien-être pour pouvoir aider leurs collaborateurs à aller mieux. Ouais, mais ça, ce qui est intéressant, c'est quand tu parles de la politique et qu'il y a plusieurs niveaux en fait de politique, ça c'est fondamental parce qu'en fait la RSE en quelque sorte, c'est ramener la politique au sein des sociétés, des entreprises, hein, mais la politique, juste la définition classique, celle de participer en fait au bien commun, au bien public, à la chose publique finalement, et de redonner du sens à la fois à la société et de l'intégrer dans son écosystème global, l'écosystème de la vie civile, et plus cet écosystème purement économique qui est là pour faire du chiffre. Ce qui est aussi très important, et on n'est pas là pour dire qu'il faut pas en faire, bien entendu, Non, pas du tout. il faut vivre économiquement, hein. Là-dessus, il n'y a, pas y a pas de problème, mais retrouver les bases, retrouver, comme on dit au rugby, les fondamentaux, Oui, et du ça, sens. et voilà, et Surtout. du sens dans les projets entrepreneuriaux pour les entrepreneurs, et du sens aussi pour les collaborateurs, parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans collaborateurs, et il n'y a pas de collaborateurs sans entreprise. Du coup, il faut Exactement. évidemment trouver un juste milieu dans tout ça, et c'est très intéressant d'avoir cette voie. D'un point de vue, Je te prendrai juste un seul exemple, je vais compléter avec ce que je dis-moi. dis. Un excellent exemple. On se souvient tous, il y a une quinzaine d'années, de la vague de suicides qu'il y avait eu chez France Télécom. Ouais, Et encore aujourd'hui, les gens en parlent. Et on se dit, en fait, l'entreprise, sur le coup, ne s'est pas rendu compte. Mais cet impact comme ultra néfaste, alors que ce sont 7 personnes, ça peut paraître très peu, et donc c'est quand même 7 vies humaines, donc c'est quand même très grave. Mais en fait, après, pour l'entreprise, il y a un impact financier, un impact com, il y a un impact image qui est exceptionnellement négatif et qui a sûrement coûté quelques millions, voire dizaines de millions d'euros. Et on s'est dit, bah, mince, en plus, en prenant soin des gens, déjà, l'ambiance au sein de l'entreprise, les relations sociales sont plus saines, les collaborateurs sont plus heureux, on va attirer de meilleurs talents, on va conserver des super talents et on va éviter ce genre de drame. Et en fait, tout le monde est heureux. C'est un alignement de planète. Et donc, on gagnerait à prendre soin de la santé des collaborateurs, que ce soit l'entreprise, les collaborateurs, l'État et autres.
Oui, mais alors, on a aussi l'expérience tous les deux, hein, vu que tu as une expérience en tant que avocat fiscaliste. Ce côté mal-être aussi dans le côté juridique, hein, dans les grands cabinets d'avocats, Tout à fait. il est terrible. Et aujourd'hui, on se rend compte que les cabinets d'avocats n'arrivent plus à recruter, en partie, pas que, mais en partie à cause de ça. Donc Oui, c'est vrai que je te rejoins tout à fait sur la mission de Viabiz pour le bien-être des collaborateurs, que ce soit en entreprise, voilà, société commerciale ou évidemment dans les sociétés à caractère libéral. C'est extrêmement important puisqu'en fait le collaborateur c'est un peu aujourd'hui la, la- le fuel de la société et on le voit en droit, on le voit dans les opérations, on voit les management packages, on voit cette volonté des entrepreneurs de donner en fait du capital ou du moins le désintéressement, de l'intéressement au capital à leurs salariés, tout simplement parce qu'ils ont compris depuis longtemps que les salariés c'était de l'or en fait pour les sociétés et pour avancer. Mais tout à effectivement, fait. si de l'autre côté on leur donne du capital mais on les maltraite, enfin maltraite, hein, c'est un grand mot, hein, c'est juste maltraiter d'un point de vue psychologique, physique, avec des métiers très durs il est sûr et certain que la viabilité en fait du projet en est impacté terriblement. Tout à fait. Et après, c'est aussi pour aller plus loin, pour aussi t'expliquer pourquoi on veut faire ça et jusqu'où on veut aller. C'est important aussi c'est très important quand tu es entrepreneur aussi d'apprendre à rêver. En fait, parce qu'au quotidien c'est très très dur. Et si tu n'as pas ta cible, en fait, c'est Oscar Wilde. Il faut toujours viser la lune parce qu'en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Si tu n'as pas ce que certains appellent ta North Star, ton étoile polaire, en fait, et te dire bah, mon objectif c'est ça et je vais tout faire pour y arriver, c'est très dur en fait. C'est quand même prendre beaucoup de baffes, beaucoup de portes, beaucoup de non, et on a beaucoup plus de non que de oui. Mais Ouais. en fait, le nombre de oui qu'on a, bah, il nous permet d'avancer. Et nous, on souhaite aujourd'hui, pour l'instant, on s'appuie sur les entreprises pour avancer, parce qu'en fait, elles ont des coûts et elles ont du cash à investir dans l'enjeu des collaborateurs. Quelque part, beaucoup d'entreprises qui ont fait beaucoup plus d'efforts que beaucoup de services publics sur la prise en compte de la santé des collaborateurs. Et malheureusement, l'espace public n'est pas toujours en avance, dans tous les sens du terme, que ce soit pour ses collaborateurs ou pour les administrés. Et on voit aujourd'hui des déserts médicaux sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution politique pour mettre fin à ça. Et nous, on se dit, eh mince, demain, pourquoi ne pas déployer la solution Viabiz dans une commune rurale plutôt que vendre en fait à un DRH la solution, on pourrait le vendre à un élu local ou à un maire pour lui dire, regardez, vous allez faire venir un kiné de la ville d'à côté pour tel jour, tel autre jour ça va être un diététicien, etc., etc. Et plutôt que de faire venir un kiné bulgare, un médecin roumain qui vont être déracinés et qui vont potentiellement repartir parce que de toute manière ils ne sont pas ancrés dans le territoire, là on crée de la micro-mobilité et on recrée du tissu local, on recrée de l'espace de santé et pas par la contrainte en fait. C'est pas en imposant aux jeunes médecins de s'installer dans un territoire que ça va fonctionner. C'est plutôt en rendant justement ces territoires attractifs et donc en enlevant les freins qu'on va y arriver. Donc, on espère pouvoir aller aussi toucher la sphère publique. Il y a des choses qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, tu vois, il y a 20% de l'échec scolaire en France, en primaire, qui est dû à une mauvaise vision des enfants. Et tu te dis, bah, mince, c'est pas juste, parce que souvent, c'est des enfants qui, entre guillemets, cumulent l'état, c'est-à-dire que c'est des enfants souvent de milieux plutôt pauvres, qui ont des parents qui ont plutôt une vie culturelle assez pauvre, et qui en plus bah, on prenne pas forcément soin de leur santé. Et tu te dis, bah, mince, si les enfants ils voient pas bien, ils vont pas apprendre à bien lire. Si tu sais déjà pas bien lire, comment tu vas après aller au collège et puis trouver un travail, etc. Donc ce sont plein d'enjeux très très forts, et on se dit, bah, mince, il y a quand même des opticiens à côté qui ont des magasins vides dans la journée et il y a des enfants qui voient pas clair. On se dit, bah mince, pourquoi on ne permettrait pas de dépister tous les ans à la rentrée, enfin un dépistage pour tous les enfants de France et c'est parti. Et on peut, et probablement qu'à une échelle de temps d'une dizaine d'années, on gagnera beaucoup plus d'argent à faire ça. Et en fait, il faut investir dans la prévention et pas que dans la curation. Donc ça, c'est un changement de système de pensée. Et donc, il faut investir massivement de l'argent pour ensuite en gagner énormément. Et donc ça, c'est beaucoup de pédagogie. En fait, aujourd'hui, notre métier, le mien en particulier, c'est beaucoup de pédagogie et de négociation pour expliquer que le modèle qu'on a aujourd'hui, il a de très belles valeurs, mais il est un peu grippé et il faut trouver une nouvelle grille de lecture. Il faut construire cette grille de lecture et sans avoir le pouvoir politique pour le construire. Donc ça, c'est un petit peu Ouais, toute la difficulté de la chose. ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que finalement, quand vous avez démarché des entreprises, vous avez démarché essentiellement des DRH.
Ouais. Et comme on sait, on est nous-mêmes juristes, hein, avocats, tu l'as été aussi. On est souvent très cadré, tout est très normé. Et donc, ton approche vis-à-vis d'un DRH, comment ça se passe en fait? Comment est-ce que tu arrives à lui vendre ta solution? Enfin, évidemment, ce sont tes tips, mais voilà, c'est comment tu arrives à insuffler cette politique. Quand je parle de politique, c'est vraiment cette équité, hein, que tu viens de nous expliquer, cette politique RSE, pour pouvoir lui vendre une solution et lui expliquer que c'est la meilleure. Parce qu'on Alors, on reste quand même sur un fait, et c'est quelque chose dont on va reparler après, dans la partie un peu plus juridique de ce podcast, hein, c'est le chiffre d'affaires, évidemment. oui, tout à C'est une fait. donnée Et il y extrêmement a, importante à alors, valoriser pour notamment les levées de fonds. ce qu'il faut comprendre, c'est la grande difficulté du modèle, c'est ce qu'on appelle, ce sont des ventes complexes. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un seul point d'entrée dans l'entreprise, souvent le DRH. Ça peut être potentiellement le CSE, tu vois, on va Ouais, dire les syndicats au sens très large du terme, les organes de représentation des collaborateurs qui peuvent aussi te faire un point d'entrée. Mais souvent, tu as un seul point d'entrée. Et le problème, c'est que c'est une vente complexe dans le sens où tu dois convaincre à la fois le DRH de la pertinence pour lui, dépenser du temps pour faire venir des professionnels de santé. Alors, grâce à la solution, aujourd'hui, il peut le faire en 3 clics et ça va très très vite. Donc, ceux qui sont déjà dans une démarche de faire venir un professionnel de santé, en fait, ils gagnent du temps. Mais pour ceux qui aujourd'hui ne le font pas, c'est une dépense de temps supplémentaire. Alors, on leur explique qu'ils vont en gagner à terme en faisant moins d'arrêts de travail, en gérant moins d'administratifs, etc. Mais aussi, tu dois convaincre le directeur financier, parce que la solution a un coût. Et donc, il faut que lui, il te dise quel retour sur investissement j'ai de cette solution. Il faut convaincre le directeur informatique. Il veut dire, attendez, en fait, on a besoin de quelques branchements informatiques avec vos solutions. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, il faut aussi que tu sois bon de ce point de vue-là. Il faut aussi que tu convainques les juristes en interne, puisque en fait, tu vas avoir un enjeu RGPD, tu as un enjeu de confidentialité, de secret médical, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Et ce qui fait que tu es obligé, en tant qu'entrepreneur, d'être un vrai couteau suisse. Et donc ça, c'est un point très important. Il faut aussi être énormément à l'écoute et être très humble, en fait, parce que les clients, ils t'apprennent toujours des choses. Il faut les satisfaire le plus vite possible, mais c'est vrai que c'est un driver très particulier là-dessus. Et en fait, nous, on se facilite la tâche pour revenir à ta question qui est comment est-ce qu'on va les convaincre. Nous, on se facilite la tâche puisqu'en fait, aujourd'hui, on va toucher des entreprises qui sont déjà identifiées comme étant des entreprises qui ont eu ce déclic de OK, je suis utile au territoire, je suis utile à mes collaborateurs, je dois les aider, je dois les accompagner dans leur vie, etc. Et donc, tu vas avoir certains labels comme tu vois, les labels Great Place to Work ou des entreprises qui vont afficher justement qu'elles prennent en charge la santé de leurs collaborateurs, etc., de manière très avancée. On a par exemple en France L'Oréal qui est très avancé sur ces thématiques-là. On va avoir des groupes comme Total où le slogan en interne c'est Safety First. On va avoir plein d'entreprises, souvent très grosses parce que très médiatisées, mais aussi même dans les territoires, beaucoup d'entreprises, beaucoup de chefs d'entreprise qui sont conscients en fait de leur impact local. Il y a une usine à un endroit qui fait vivre parfois la ville entière. Et, je pense au Michelin à Clermont-Ferrand ou des choses comme ça. Ce sont des impacts très très forts. On a Lactalis à Laval où voilà, il y a des gens qui sont vraiment des poids lourds économiques locaux et c'est un vrai poumon économique et ce sont des gens qui ont un impact très fort et il faut aussi les accompagner pour soit les aider à avoir ce déclic, soit leur permettre d'avoir les moyens de le faire parce que bien souvent en fait le RH il a complètement en volonté de déployer le service mais il est désemparé face à la difficulté. C'est-à-dire que faire venir les professionnels de santé, c'est pas son métier. Lui, son métier, c'est gérer les relations sociales en interne, faire du recrutement, faire des contrats de travail, les entretiens, etc. Et là, il doit téléphoner à plein de professionnels de santé. Comment est-ce qu'il le fait venir? Comment il le paye pour faire venir? C'est quoi le business model? C'est quoi la responsabilité? C'est quoi les enjeux? Et donc tout ça, ça leur fait un peu peur. Et comme il y a des freins, eh ben, on ne le fait pas, malheureusement. Alors que la volonté est là. Et donc nous, on les aide à complètement lever tous ces freins et on leur donne accès à une plateforme qui automatise tout, le backstage en fait derrière, et on leur donne accès tout de suite à un réseau très puissant de professionnels de santé. Aujourd'hui, 35 000 personnes. Ouais, c'est un véritable logiciel SaaS en fait que vous mettez en place et qui Complètement. permet finalement de faciliter le, le- le travail à ces DRH et de lever en fait
ce que moi personnellement j'appelle des faux problèmes, puisque ce sont en fait des problèmes qu'on peut tout à fait régler Tout à fait. via notamment ces logiciels SaaS qui sont révolutionnaires hein, et qui viennent d'arriver il y a quelques années euh, pour pouvoir permettre de mettre en place des solutions des solutions rapides en fait sur ce type de problématiques. Alors, je rebondis un peu sur ce que tu as dit, puisque tu as utilisé plusieurs fois le mot déclic, et s'il y a quelque chose dont j'aime parler dans ce podcast, c'est aussi le déclic de l'entrepreneuriat. Parce que tu as un élément qui est très intéressant, hein, c'est que tu es un ancien fiscaliste, avocat fiscaliste, tu as fait l'EFB, comme moi. Bon, après, tu joues au rugby aussi, comme moi j'ai pu jouer, Comme donc toi. on est. Voilà. Mais voilà, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie, à un moment donné, de quitter ta fonction d'avocat fiscaliste, donc une situation qui est tout de même très appréciable. Financièrement Beaucoup, voilà, très avantageuse, ouais. beaucoup d'avocats, énormément d'étudiants en droit, d'avocats souhaiteraient cette position, avec des gros dossiers, des très beaux cabinets sur le CV, une technicité. Et puis du jour au lendemain, tu as décidé de tout quitter pour prendre un nouveau risque, puisque évidemment, hein, avocat fiscaliste, c'est déjà un risque, mais c'est le risque de tous les métiers en libéral. Mais tu as décidé de prendre un Tout à fait. autre risque, qui est le risque de l'entreprise, qui est... alors les deux hein, se conjuguent, hein, avocat et entreprise, mais là, t'es parti en fait de l'autre côté, et de ce côté entrepreneuriat, avec des cofondateurs, avec un projet. Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic? Pour moi, je trouve ça très intéressant que tu puisses nous détailler un peu tout ton schéma et tout ce parcours. Euh, Ouais. Alors, je pense que j'ai pas un jour précis en tête. J'ai le jour où j'ai décidé, mais en fait, la graine, elle est sûrement enfouie depuis bien plus longtemps que ça. Et je pense que j'ai toujours eu envie de m'engager quand j'étais petit. Je faisais plein de trucs. Je suis l'aîné d'une fratrie, donc est-ce que c'est ça? C'est sûrement la conjugaison de plein de choses. J'ai mon père qui a créé un magasin d'informatique et puis qui était tout seul, qui travaillait dedans. Et puis j'ai vu qu'il s'est épuisé dedans et il a fini par faire une faillite et il s'est fait un peu écraser parce que le modèle économique n'était pas bon et puis il y a plein de raisons qui font que. Et est-ce que c'est la faillite, est-ce que c'est l'engagement et autres moi, ça m'a toujours parlé d'être utile et d'optimiser les choses et de créer des projets. J'ai toujours été attiré par ça. Et du coup, à la fac, j'ai toujours été attiré par la chose publique. On en parlait tout à l'heure, mais du coup, j'ai fait de la politique en local un petit peu. Et puis, je me suis rendu compte que malheureusement, c'était pas très utile. C'était beaucoup d'appareils, beaucoup euh, en fait, c'était très limité. Finalement, le pouvoir et l'impact qu'on allait avoir dans le quotidien des gens, il est en fait assez limité, malheureusement. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est finalement pas pour moi. Et donc, j'ai continué dans mon cursus universitaire. Et puis, j'avais toujours cette idée-là qui traînait en tête. Et donc, je lisais beaucoup, j'ai toujours beaucoup lu, je me suis toujours beaucoup très curieux pour attirer plein de trucs. Et mes frères ont fait une école d'ingénieur. Et un de leurs copains de promo créait sa boîte. Et puis, il me demandait quelques conseils. Donc, je donnais quelques conseils comme ci, comme ça, au fur et à mesure. Et puis, quand j'ai eu ma collab en tant qu'avocat, je travaillais, mais en fait, je me suis rendu compte que mon job d'avocat, c'était finalement de fiscaliste, c'était d'aider des gens riches à rester riches en payant le moins d'impôts possible. Et c'est intéressant, c'est bien, je suis content de savoir le faire, mais je me disais c'est pas forcément très utile. En fait, ça me faisait pas vulgairement, ça me faisait pas bander le matin de me lever en me disant ouais, je vais faire ça. Alors les dossiers étaient super et tout, les gens super, mais je me suis dit paf, j'ai envie d'un peu autre chose. Et donc effectivement, j'ai pris la décision. En fait, j'ai eu la proposition. En fait, des entrepreneurs que j'accompagnais, j'ai eu la proposition de devenir le directeur financier de la start-up. Et donc, en fait, je suis parti. Je me suis dit, bah, écoute, j'ai mes diplômes et, entre guillemets, mon plan B, mon parachute, c'est d'être avocat fiscaliste, qui est quand même, comme tu disais, un plan B plutôt sympathique. Et donc, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Et donc, j'ai divisé par 3 mes revenus et puis je suis parti, bille en tête, dans la start-up. Je suis redevenu un peu étudiant, mais c'est compliqué parce que ça veut dire aussi apprendre un nouveau métier complètement différent, un nouvel mode de pensée. Toi aussi, tu es avocat et donc nous, on est habitué à penser problème. Et donc, il faut voir tous les risques, tous les freins qui existent pour essayer de les lever. Mais quand tu es entrepreneur, on t'apprend justement au contraire
à pas voir les freins et à foncer, etc. Donc c'est un peu un changement d'état d'esprit complètement différent. Mais voilà, la greffe, c'est plutôt bien fonctionné après, même si entre deux, ça a été compliqué. Moi, je suis allé jusqu'à faire un burn-out en première expérience, qui était. Bon, je pense que j'y suis allé un peu trop à fond, et puis il y a un contexte particulier qui fait que. Et donc, je me suis reconstruit en 2020. Et puis, finalement, j'ai décidé d'entreprendre moi-même. Et puisque voilà, c'était entreprendre pour les autres. Et puis, quand en fait, finalement, tes intérêts et tes valeurs sont pas alignés, c'est là où tu te rends compte que tu t'épuises à essayer de faire tourner un bateau. Si tu n'es pas aux commandes, c'est compliqué. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être plus simple de repartir de zéro finalement. Et donc, c'est là où j'ai rencontré mes associés. Et puis, on a mûri le projet Viabiz durant 2020. Et puis, on a lancé le 30 décembre 2020, on a lancé Viabiz enfin, officiellement, juridiquement, même si le produit, lui, est sorti de terre en septembre 2021. Non, mais c'est très fort ce que tu dis, parce que, notamment sur notre burn-out, et c'est quelque chose qu'on tait hein, souvent, qu'on ne veut pas dire, mais les entrepreneurs, et j'en vois beaucoup, et on n'arrête pas de le dire dans ce podcast, sont constamment dans une machine à laver, où il y a Ouais, tout à fait. absolument énormément de sujets à traiter, tous les plus différents les uns des autres. On a de la fiscalité, on a du juridique, on a du social, on va avoir de la comptabilité, on va avoir du management, et plein Du d'autres sujets business. opérationnels, techniques, RGPD, confidentialité. Voilà, plein de sujets qui sont évidemment pas tous forcément juridiques, loin de là, sur de l'opération, enfin sur de l'opérationnel, etc. Et pourtant, on n'est pas forcément compétent dans ces sujets, et c'est le chef d'entreprise qui supporte la responsabilité d'arbitrer ses choix Ouais. Et et c'est d'orienter même pire la que ça, société. c'est même pire que ça, c'est qu'en fait, tu n'es pas compétent, mais tu dois te présenter comme étant compétent et tu dois assumer la fonction. Donc, c'est un peu un grand écart, très compliqué. Et donc, c'est très facile de se croire omniscient et tout puissant, surtout quand c'est toi qui crée. Le problème, c'est faut bien comprendre qu'il faut rester très humble parce qu'il faut toujours recruter des gens meilleurs que soi et s'entourer de gens meilleurs que soi dans les domaines particuliers. Et que le rôle d'un entrepreneur, c'est pas d'être l'homme à tout faire et omniscient. C'est l'homme à tout faire parce que tu dois mettre du lubrifiant dans tous les rouages pour que la machine fonctionne, mais tu ne dois pas faire les rouages. En fait, c'est pas ton rôle. Il y a des gens bien meilleurs d'un point de vue technique. Même si tu connais un petit peu du marketing et des notions, bah, tu vas pas faire le marketing toi-même. Tu vas peut-être. Moi, je fais même plus la fiscalité de la boîte, par exemple. Pourtant, je suis avocat fiscaliste. Et en fait, c'est pas là où j'ai de la valeur. Et il faut recruter des gens qui sont très bons, qui vont très vite sur ce point-là. Moi, mon rôle, en fait, aujourd'hui, c'est être un peu chef d'orchestre, faire en sorte que tout le monde soit content, que les personnalités puissent bien être compatibles, de recruter des super talents et d'envoyer la boîte, la fusée, dans la bonne direction, la bonne trajectoire d'un point de vue business, en termes de est-ce qu'on a choisi les bons clients, est-ce qu'on a choisi le bon business model, est-ce qu'on a choisi les bons trucs, et s'entourer de pareil, de plein de gens. Et donc, c'est à la fois des collaborateurs. Il faut recruter des gens qui ont le bon état d'esprit, avec qui vous entendez bien et qui ont les bonnes compétences. Les compétences, s'il en manque, c'est pas grave, ça s'acquiert. Les valeurs, les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il vaut mieux des gens qui ont un bon état d'esprit et qui sont très curieux et qui ont un peu de compétences en moins que quelqu'un qui est une rockstar mais qui est un vrai connard. Donc ça, c'est important. C'est Ça, c'est aussi comme dans les avant tout, équipes de rugby, il vaut mieux une équipe exactement, de copains soudés qui sont capables d'aller c'est au ça. front qu'une équipe L'entreprise, d'individualistes. c'est ça. L'entreprise, c'est un sport collectif, hein, donc ça, faut pas l'oublier. Donc, il y a les salariés, il y a les associés avec lesquels on s'associe, il y a les partenaires commerciaux qu'on va avoir, les clients aussi, parce que les clients, c'est important aussi d'avoir des gens qui sont bienveillants, surtout au début, quand il y a un peu de plâtre à essuyer, bah, il y a des gens qui le comprennent complètement et qui sont super bienveillants et puis qui passent du temps à nous aider à développer. Donc, on peut aussi après nouer des liens forts et puis peut-être commercialement faire des réductions et autres, mais c'est important de créer ces liens-là et aussi s'entourer de prestataires et de conseils qui sont bons dans leur domaine. Parce que voilà, c'est important d'avoir une équipe, une dream team, et il faut être très humble là-dessus. Et il y a un dernier point, et je pense c'est là où moi j'ai péché, euh, qui m'a en fait amené au burn-out, c'est qu'en fait on oublie souvent, mais l'entrepreneuriat c'est un marathon, ce n'est pas un sprint, et donc il faut aussi comme on dit, hein, qui veut aller loin ménage sa monture. Et donc, il faut aussi prendre du temps pour soi, se poser, ne pas arrêter le sport, ne pas arrêter de voir d'autres gens qui ne sont pas entrepreneurs, ne pas arrêter de parler à d'autres gens
et prendre des sas de décompression. Et c'est important de se nourrir de ces événements-là pour se remettre en cause de manière perpétuelle, sans pour autant toujours changer d'avis, parce qu'il faut de la stabilité, mais il faut être très agile et il faut être à l'écoute. En fait. Et ça, c'est très, très, très important. Il y a aussi, j'oubliais, parmi les gens avec lesquels il faut s'entourer, il faut aussi des investisseurs, des partenaires financiers, si on souhaite lever des fonds, ce qui n'est pas une obligation, mais c'est important aussi, parce qu'il y a de tout. Il y a des gens très bons, il y a des gens un peu moins bons, il y a des gens très sympas, d'autres un peu moins sympas. Et puis, il y a aussi des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, le même message. Et exemple, pour le cas de Viabiz, on pourrait très bien avoir des gens qui vont nous dire mais attendez, moi, je m'en fiche complètement de dépenser de l'argent pour la santé de mes collaborateurs. S'ils ne sont pas contents, ils vont dehors. C'est quelque chose qu'on aurait pu entendre il y a quelques années. Aujourd'hui, ce type de discours, il devient de plus en plus rare. Parce qu'il y a des grands phénomènes, notamment du fait du Covid, du confinement, du télétravail et autres. Finalement, il y a un mécanisme, un grand phénomène qui a lieu aujourd'hui aux États-Unis et qui est en train de se développer en France, qu'on appelle le phénomène de la grande démission. Aujourd'hui, le taux de démission en France a augmenté de 20% depuis l'année dernière, alors qu'on est en post-Covid, donc les gens ils ont quand même une certaine peur normalement de perdre leur travail, surtout les Français. Et bien pas du tout. Les gens démissionnent et même parfois ils n'ont pas le droit au chômage parce qu'en fait ils se sentent plus alignés avec les valeurs de leur boîte et ils ont envie d'être heureux, de s'épanouir. Et c'est un vrai message en fait. Aujourd'hui, il y a une lame de fond énorme dans toutes les sociétés occidentales. Et les entrepreneurs et les entreprises doivent prendre conscience de ça, puisqu'en fait, les collaborateurs, aujourd'hui, ils ont une flexibilité qui est très importante dans leur travail. Les gens sont très bons, ils sont diplômés, ils peuvent travailler à distance. Et si on ne les écoute pas, aujourd'hui, ils vont partir. Et donc, il faut que les entrepreneurs se saisissent de ces sujets-là. Et Viabi, ça peut faire partie des solutions entre guillemets, de package qu'on peut proposer aux collaborateurs pour se sentir mieux en interne. Et l'époque du baby-foot et des jus de fruits à volonté, c'est passé. Aujourd'hui, c'est ultra caricatural de voir ça. Aujourd'hui, les gens ils ont envie d'un équilibre vie pro, vie perso, d'être alignés, d'être heureux et d'être en bonne santé. Et donc, il faut les accompagner sur ce terrain-là. Oui, mais... Alors, je rebondis sur ce que tu disais sur la grande démission. En France, les derniers chiffres, c'est plus de 400 000 CDI qui ont été, de personnes en CDI qui ont démissionné depuis la fin de la crise Covid. Donc, c'est quand même extrêmement important. Et c'est vrai, sur le baby-foot, typiquement, moi, j'ai déjà vu dans les cabinets d'avocats, baby-foot, des jus de fruits, et puis aussi des lits pour pouvoir dormir au cabinet. Donc, Et puis, si tu utilises le baby-foot, tu te prends quand même une jolie remarque au passage. exactement. Il est là pour faire de la figuration. Exactement. Donc, c'était assez paradoxal, mais on le voit du coup de moins en moins dans les cabinets d'avocats, et on privilégie d'ailleurs, et ça je le vois de plus en plus autour de moi, des collaborateurs qui font typiquement 2 jours au cabinet, 2, 3 jours au cabinet, et puis ensuite ils travaillent 2 jours chez eux et ils peuvent habiter en Bretagne ou à La Rochelle ou en Normandie Exactement. et avoir pourtant le cabinet pour lequel ils travaillent qui est basé à Nantes, à Angers, à Rennes. Et il y a une vraie flexibilité qui est en train de se créer Tout à et de fait. pousser en fait. C'est ça. Et que ce soit pour les cabinets d'avocats, c'est un sujet que tu connais bien en étant avocat, mais aussi dans les entreprises, on le voit, et nous on prend ce pari-là à fond, c'est que l'entreprise, ça va devenir un lieu de service. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont des locaux. C'est d'ailleurs leur deuxième coût après la masse salariale. Ils ont des locaux. Ils se rendent compte que les collaborateurs, ils n'ont plus envie de venir tous les jours au travail. Que les boîtes se disent, mais merde, en fait, finalement, les gens, ils étaient plus heureux et presque plus productifs quand ils étaient chez eux. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de temps de trajet, ils n'ont pas de fatigue, ils n'ont pas de contraintes de stress, de bruit ou autre. Et donc, si le poste de travail chez le collaborateur est adapté à sa santé, parce que c'est important, parce que les entreprises maîtrisent leur environnement dans leurs locaux, même s'il y a quand même une souffrance au travail et des troubles musculo-squelettiques ou autres. Mais là, il faut aussi aller chez le salarié. Et donc, il y a un effort de pédagogie, un effort aussi d'équipement. Il y a plein de choses qui font que. Et donc, ils se retrouvent avec des locaux. Et maintenant, il faut les valoriser. Et les valoriser comment? Il faut déployer du service pour les collaborateurs. Et donc, il y en a certaines qui vont transformer une partie du hall en crèche pour les enfants des collaborateurs. Il y en a d'autres, moi je l'ai déjà vu, qui vont créer des magasins, notamment au sein du Crédit Agricole, une agence du Crédit Agricole à Marne-la-Vallée, qui transforme une partie du hall où il y a 500 salariés. Ils vont faire un magasin en fait associatif où des producteurs locaux vont vendre leur production.
On va avoir plein de réflexions comme ça, où on va avoir des lieux qui vont devenir hybrides, qui vont aussi devenir des lieux de vie. Et donc, la santé a toute sa place, a fortiori après le Covid, a toute sa place dans les entreprises pour se dire, mais oui, c'est vrai, en fait, demain, finalement, d'aller consulter et d'avoir un rendez-vous médical, soit sur place, soit en visio, via mon employeur, c'est pas du tout gênant. A fortiori, puisqu'on garantit une confidentialité absolue, puisque le RH ne peut pas voir qui a pris rendez-vous, et encore moins le contenu des rendez-vous. Ça, c'est évident. Donc, il y a un secret le plus total, et l'entreprise doit proposer ce type de service, et pas que pour les collaborateurs qui seraient exposés à un risque professionnel. On pense assez facilement à des ouvriers à la chaîne qui travaillent dans le bruit et qui auraient un dépistage auditif tous les ans ou tous les 2 ans. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut proposer tout. Et, exemple, on a mal au dos. C'est même très commun. C'est vraiment ça touche tout le monde dans tous les Je secteurs, confirme, tertiaires et ça autres. touche évidemment tout Voilà. le monde. Ouais. Et le mal de dos, il peut avoir plein d'origines. Ça peut être une douleur musculaire dans le dos, ça peut être un trop d'embonpoint, ça peut être une mauvaise posture, ça peut être du stress très important qui provoque une douleur projetée. Et donc, si on traite qu'un seul des piliers, en fait, on ne va pas du tout résoudre le problème. Donc, il faut une offre globale, il faut une prise en charge complète du collaborateur et une réflexion complète. Le but, c'est pas de faire en sorte que l'entreprise devienne un hôpital. Il ne faut pas caricaturer, mais c'est important que les collaborateurs soient en bonne santé et il faut leur faire confiance en fait. Et aujourd'hui, l'employeur, il n'est pas plus en maîtrise de permettre à son collaborateur d'aller à l'extérieur pour prendre rendez-vous que d'être à l'intérieur. Donc c'est un faux problème de dire ça. C'est en complète négation et ce sont souvent des entreprises qui vont être confrontées à un gros phénomène de grande démission parce que justement les collaborateurs vont être malheureux et ils vont partir. C'est tout. Ça va se réguler comme ça. Et alors, sur la partie un peu plus juridique du podcast, même si le juridique a déjà d'ores et déjà irrigué, Irradié. irradié cet épisode, notamment via la RSE et l'accompagnement de prestataires. Je rappelle, nous sommes là pour permettre aux investisseurs d'arbitrer sur les options qui sont sur la table et de leur permettre aussi d'enlever cette charge mentale. Et c'était le sujet qu'on voulait évoquer, la structuration d'une levée. Est-ce que vous avez un peu d'expérience dans ce domaine chez Viabiz? Quel a été pour vous le moment où vous vous êtes dit, allez, je me lance, je vais aller chercher un VC, il me faut de la new money, est-ce que je fais de la smart money, comment est-ce que tout ça s'est structuré dans votre tête et comment vous avez mis ça en œuvre en fait? Et Ouais. surtout, quels sont les points les plus importants que tu as retenus dans cette quête financière qui est toujours extrêmement importante dans l'entreprise? Ouais. Est-ce que tu veux que je définisse tous les termes ou tu penses Oui, alors le c'est- but, c'est évidemment de faire quelque chose de pédagogique, hein. On peut pas de effectivement souci. définir rapidement les termes, c'est même Eh nécessaire, je ben, pense. Ouais. ok. Alors aujourd'hui, en fait, déjà, c'est important, il faut le préciser. On entend trop souvent, mais euh, une startup, ce n'est pas forcément une entreprise qui vit de levée de fonds en levée de fonds en levée de fonds, qui a un modèle pas rentable et qui va uberiser un secteur à coup en fait, de dumping sur les prix en faisant mieux et moins cher que des acteurs en place et qui va se financer en détruisant le maximum d'emplois autour d'elle et le maximum d'acteurs économiques pour ensuite capter un marché et se rendre un monopole. C'est un modèle de start-up qui est notamment plutôt outre-Atlantique, même si c'est un petit peu caricatural de dire ça, c'est pas uniquement ça. Mais disons que c'était peut-être les premières générations de start-up, un peu à la Uber qu'on connaît par exemple. Aujourd'hui, c'est important de le dire, c'est qu'une start-up, c'est avant tout une entreprise et que les entreprises croient de manière normalement saine. La levée de fonds a pour but, en principe, d'accélérer le développement de l'entreprise et pas de lui permettre en fait d'avoir un financement pour continuer ses erreurs. Il faut comprendre qu'il faut lever déjà, on n'est pas obligé de lever, que si on lève, il faut déjà lever le montant dont on a besoin auprès des gens qui nous correspondent pour faire une mission très précise. Et ça, c'est important. Il y a plein d'enseignements à tirer là-dessus. Donc, il faut toujours lever de l'argent quand on est un entrepreneur. On lève toujours des fonds. Et au début, c'est ce qu'on appelle de la love money, c'est-à-dire de la famille ou des proches ou
ou son argent personnel. Ça peut être quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Cette love money arrive d'ailleurs très souvent au tout début, hein, oui, tout à fait. Bah, c'est à la création ou juste après la création. On a aujourd'hui en France un écosystème qui est très bon sur l'amorçage, en fait, tout ce qui est justement on va dire la première année de vie de l'entreprise et même les premiers mois, où, comme dans mon cas par exemple, moi je n'avais pas d'argent familial, et donc finalement ça a été de l'argent public, c'est-à-dire il y a les régions qui mettent un peu à la pâte, il y a la BPI qui met un peu à la pâte, et on peut montrer qu'on a une bonne idée, un bon déploiement, il faut savoir pitcher son projet, et puis ensuite on obtient quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Ça permet déjà de faire des premiers tests, de faire un premier produit, une première version, et puis après d'aller voir tes clients. Et ensuite, c'est ça le plus simple, c'est lever de l'argent auprès des clients. Ouais, alors, je rebondis très rapidement sur ce que tu viens de dire sur lever de la dette, en fait, de la subvention chez les acteurs locaux, notamment CCI, mais aussi tout ce qui est banque, la BPI les réseaux d'entreprendre, etc. Ça, c'est extrêmement important puisque ça vous permet d'ores et déjà d'avoir des contacts. Et il ne faut pas, il ne faut surtout pas se fermer les portes dès le début en se disant, en fait, mon BP, je vais lever de l'argent très rapidement. Non, il faut aller voir ces gens-là qui vont vous aider à lever des subventions, qui du coup ont cet avantage de ne pas faire de dilution. C'est aussi l'un des grands avantages. C'est-à-dire que la subvention, lever de la dette, c'est plus compliqué, c'est souvent cher, mais ça vous permet de garder votre table de capitalisation de manière stable, blanche, exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier la table de capitalisation, hein, je le rappelle, et c'est quelque chose qu'il faut maîtriser quand on est entrepreneur. C'est vraiment un tableau Excel où vous avez vos associés qui sont listés avec le nombre d'actions et votre pourcentage de détention. Et souvent avec les montants aussi de la quote-part de votre participation au sein du capital. Tout à fait. Et lorsqu'on parle de dilution ou de relution, la dilution, c'est votre perte de cette quote-part, en fait, de détention au capital, et relution, c'est le contraire, c'est l'augmentation, en fait, de votre pourcentage d'acquisition, enfin, de contrôle de la société. Et la subvention, en fait, n'a pas cet impact sur votre table de capi, puisque la banque n'a pas pour objet de devenir votre associé. Elle a juste pour objet de devenir votre créancier, ce qui sont deux notions radicalement différentes. Et ça, c'est très important, puisque ça vous permet, en fait, de lever de l'argent environ... Souvent, c'est entre, effectivement, 5 000, 10 000 par-ci, et on arrive souvent à des montants de 50 000 euros au tout début, qui sont nécessaires et même indispensables pour concrétiser, en fait, vos premiers projets. Des projets tests. Exactement. Qui vont permettre, en fait, ensuite, d'aller chercher vos premiers clients qui vont permettre de vous faire votre chiffre d'affaires, qui va permettre de calculer votre BP, votre revenu annuel, votre revenu mensuel. Et là, on enchaîne sur, du coup, quelque chose de concret, d'aller voir et d'aller vraiment lever de l'argent auprès de fonds d'investissement. Et c'est là où aussi il faut comprendre sa société, ses associés, pour savoir quel type de fonds d'investissement on va viser. Tout à fait. Et en fait, les premiers argents qu'on va lever, le but, c'est pas de devenir rentable tout de suite. Le but, c'est déjà de valider des hypothèses qu'on a choisies. Est-ce que le business model qu'on a établi, il est le bon ? Est-ce qu'on a un prix assez élevé, trop élevé ? Est-ce que le produit qu'on propose, le service qu'on propose, il plaît aux clients ? Qu'est-ce qu'il faut ajouter à ce service ? Et donc, on va établir aussi ce qu'on appelle une roadmap technique, c'est-à-dire une feuille de route. On va dire, voilà, il faut que je développe telle fonctionnalité, telle autre, il faut que j'ajoute ça, il faut que j'ajoute ça. Et au fur et à mesure, on se dit, oh là là, alors il va falloir que je recrute des gens pour le développement informatique, il m'en faudra 5, 10, 15, 20. Et il me faudra aussi des gens qui vont faire du graphisme, des gens qui vont faire du produit, des gens qui vont faire du commercial, des gens qui vont faire, etc., etc. Donc au fur et à mesure, on aligne tous ces coûts et on se dit, ok, d'accord, donc mon hypothèse c'est ça, mon client il me coûte tant. Et en fait, on vient voir un investisseur avec ce qu'on appelle des KPI, donc KPI, en fait, entre guillemets, et on vient avec des chiffres clés, des indicateurs clés, pour lui dire, regarde, voilà, moi, dans mon business, je suis 3, 4, 5 indicateurs qui me montrent que j'ai une belle traction commerciale, j'ai une belle aventure, et voilà, si tu me donnes 100 euros, je vais en fabriquer 1000 euros avec ces 100 euros. Et donc, il faut me donner 100 euros. Et donc, c'est un peu ce qu'on leur annonce. Et avec la vision qu'on a, la vision à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, les tendances de marché qu'on a détectées et auxquelles on croit. Donc on parlait de la grande démission, tu vois, 400 000 CDI qui disparaissent après Covid en un an, c'est hallucinant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un truc qui bouge.
Et donc, nous, on pense qu'il y a des raisons à ça, une partie du mal-être, une partie de retrouver du sens, une partie d'être heureux au travail, etc. Et donc, on se dit, bah, tiens, peut-être que notre solution, ça permettra aux entreprises de garder leurs collaborateurs et donc garder leurs ressources. Tu le disais, c'est du fuel, mais c'est exactement ça. En fait, c'est leurs ressources pour travailler. Donc, s'ils perdent leurs collaborateurs, eh ben, ils vont perdre des marchés et donc après, ils vont sûrement péricliter. Il y a tous ces éléments-là et il faut le faire de manière la plus propre possible. Moi, j'aime bien me mettre en fait à la place de l'investisseur et il voit des dossiers, il en voit des centaines, parfois des milliers par an. Ils vont en sélectionner en général entre 2 et 5%. Il y a vraiment à boire et à manger. Et donc il faut, ça c'est important, c'est deux choses qui sont très importantes. C'est entre 2 et 5%, ça veut dire que si tu es un entrepreneur, tu es obligé d'aller voir beaucoup de fonds pour avoir un oui. C'est-à-dire qu'en grande majorité, tu vas avoir des non. Tu vas avoir des gens qui vont te dire bah, je ne crois pas dans votre proposition, là vous gagnez pas assez, tu n'as jamais assez de clients, tu ne fais jamais assez de chiffre d'affaires. Ça, c'est important aussi. Et il ne faut pas t'arrêter à un premier non, il faut comprendre pourquoi. Et puis après, essayer de défendre ton bout de gras. Et puis, il faut trouver les investisseurs avec qui ça va bien se passer. Et puis, des gens qui vont t'apporter quelque chose. Et donc, tu vas éviter un investisseur qui n'a pas la même communauté d'intérêt que toi. Tu as des fonds qui vont être très orientés, par exemple, certains sont des fonds régionaux. Voilà, ils n'investissent que dans telle région. D'autres qui sont orientés RSE. Ils vont te dire, voilà, moi, j'investis que dans les entreprises à impact. Maintenant, c'est le terme à la mode. J'investis dans les boîtes à impact. Et donc, ils sont un peu moins, ils regardent quand même, attention, c'est un directeur très fort, mais ils regardent un peu moins l'aspect financier du problème et ils regardent aussi l'aspect impact sociétal, impact environnemental, le gain derrière pour pouvoir investir, etc. Et donc après, est-ce qu'on veut des fonds en province, à Paris? Est-ce qu'on veut des fonds français ou étrangers? Ça dépend de la taille. Est-ce qu'on veut un fonds dont c'est la spécialité, enfin un fonds professionnel, c'est-à-dire un VC, ou est-ce qu'on veut un CVC, c'est-à-dire un corporate venture, c'est-à-dire en fait Sanofi, Renault, Peugeot, Total, qui ont du cash et qui se disent tiens, bah, moi j'ai envie, je sais qu'il y a des startups dans mon écosystème qui sont très innovantes et moi j'arrive pas à innover aussi bien qu'elles, donc je vais peut-être prendre des participations dans ces startups-là pour peut-être à terme les racheter. Et donc bah, je vais, moi, institutionnel, venir dans le jeu des startups. Donc ça peut avoir un impact, par exemple, à notre niveau. On s'est posé la question de est-ce on accepterait de l'argent de mutuelles, par exemple de fonds d'investissement de mutuelles, pour se dire bah, tiens, on va gagner beaucoup de temps, puisqu'en fait, ces mutuelles, ils ont des clients entreprises et ils ont aussi des professionnels de santé, ils ont des réseaux de professionnels de santé, et donc ils ont les deux communautés dont on a besoin pour réaliser le service. Mais on s'est rendu compte que finalement, et ça c'est très important de comprendre, nos intérêts n'étaient pas alignés avec ceux de la mutuelle. C'est-à-dire qu'il faut une communauté d'intérêts et un alignement de valeurs. La mutuelle, son intérêt, c'est de gagner des parts de marché, d'être la plus efficace. Et donc, quand on avait des discussions avec des mutuelles, on se rend compte que la mutuelle nous dit ah oui, bah, c'est-à-dire que votre service, moi, ça me plaît, mais j'ai envie que vous travailliez qu'avec moi. Donc, mécaniquement, on se coupe d'une partie du marché. Et donc, on va croître très vite, mais très vite, on va avoir le plafond de verre et on ne pourra plus évoluer. Et si on est vraiment guidé par notre mission d'éradiquer les déserts médicaux et le renoncement aux soins, et que c'est ça notre North Star, et c'est ça qui nous guide, eh ben on ne peut pas accepter, entre guillemets, cet argent, entre guillemets, facile, et de se dire, on va lever auprès de gens le plus rapidement possible, mais ça va être des gens qui vont nous limiter. Non, il faut une communauté d'intérêt. Et donc, aujourd'hui, par exemple, on parle avec des fonds d'investissement locaux et parisiens qui ont soit un aspect santé, soit un aspect impact qui les intéresse. Et on parle aussi avec des institutionnels, c'est la dernière catégorie d'investisseurs dont on n'a pas parlé, les institutionnels publics, puisqu'il y a aussi notamment la BPI qui investit, notamment. Et nous, on a des discussions notamment avec la Caisse des dépôts pour la Banque des territoires, parce qu'effectivement, ça a du sens quand on leur explique qu'on sera en capacité d'éradiquer les déserts médicaux dans les campagnes et puis même parfois dans les villes. Ils se disent, OK, ça a du sens, ça a de la valeur, moi j'ai envie d'investir dedans. La France veut devenir un champion de la e-santé, donc la santé, on va dire entre guillemets, électronique ou informatique, qui est facilitée par la technologie plutôt, et donc veut devenir un champion européen, voire mondial de la e-santé, et donc il y a de l'argent à investir dedans, et il faut, si on n'investit pas déjà dans les solutions françaises qui peuvent en plus s'internationaliser rapidement, bah, ce serait dommage. Donc moi, j'ai envie que l'État soit aussi présent au capital, et finalement, ce serait une belle histoire, là où la sécurité sociale
est un peu grippé aujourd'hui, peut-être qu'il pourrait trouver un relais en fait à travers nous. Et quand je racontais ça il y a 2 ans, on me prenait un peu pour un fou. Mais moi, j'imagine qu'à terme, on pourrait potentiellement être financé par la sécurité sociale pour faire la prévention et le soin de tous les Français sur tout le territoire, pour éradiquer les déserts médicaux de manière nationale, et de devenir quasiment un service public, entre guillemets, on fait quasiment une délégation de service public. Et il y a 2 ans, on me prenait pour un fou, et aujourd'hui, j'expliquerai juste qu'en France, on est quand même un des États les plus centralisés du monde, c'est un État colbertiste, et on a quand même délégué, pendant une période de pandémie, la vaccination de la population, on a quand même délégué ça à une start-up, en l'occurrence Doctolib, et on se rend compte que ça a quand même très bien marché. Et donc l'État a eu l'intelligence de se dire, OK, ils sont beaucoup plus réactifs que nous, moi je vais les encadrer parce qu'il ne s'agit pas qu'ils fassent n'importe quoi, mais je vais utiliser leur agilité pour déployer d'un point de vue logistique de manière la plus efficace possible. Et on a eu de vives critiques en France sur le retard qu'a pris la campagne vaccinale au tout début de la campagne. Mais en fait, on a très rapidement comblé ce retard parce qu'on a eu une organisation qui a été très efficace, très efficiente, parce qu'il y a eu un alignement d'intérêts. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et c'est aussi une image qu'on renvoie. Et nous, on est intimement convaincus que le message, il est beaucoup plus crédible lorsqu'on dit, écoutez, un de nos investisseurs, c'est la Caisse des dépôts et consignations, c'est l'État français, c'est les gens qui poussent la sécurité sociale et autres, plutôt que c'est tel fonds chinois ou américain qui a aussi des participations dans des entreprises qui sont juste là pour cannibaliser un marché. Voilà. Il y À a 1 une euro, histoire qui doit se créer. voilà, il y a ce qu'on appelle Le sujet, c'est une raconter equity une histoire. story. Voilà, exactement, une equity story, c'est très important. Et en fait, 1 euro, c'est pas équivalent à 1 euro partout. Parce qu'il y a ce que tu appelais de la smart money. En fait, c'est l'argent intelligent. En fait, c'est de l'argent les investisseurs, ils vous apportent pas que des sous. Ils apportent aussi des contacts et parfois des problèmes. Et donc ça, faut bien les choisir. Et donc, il y a des investisseurs formidables partout. Et il faut travailler avec ces gens-là. Et puis, il faut travailler avec des gens avec qui vous entendez bien. Et puis, en fait, il faut juste échanger. Et il faut échanger avec beaucoup de gens. Il faut convaincre tout le temps convaincre. Et c'est très important. Et puis après, il faut aussi, un dernier point, je finirai là-dessus, mais il faut aussi lever ce dont on a besoin, dans le sens où tu lèves pour franchir un palier, une étape. Et il vaut mieux lever un peu plus souvent, que te dire, moi je vais lever tout de suite 5 millions d'euros parce que j'en ai besoin pour faire mon business. Mais pour lever 5 millions d'euros, dans des règles de dilution un petit peu classiques, normées, ça veut dire que tu dois valoriser une boîte entre 15 et 25 millions. Ça commence à être énorme. Donc il faut déjà des super indicateurs commerciaux. Si tu les as, tant mieux, super. Mais si tu les as pas, tu n'arriveras jamais à lever cet argent et tu vas t'épuiser physiquement et moralement pour faire ça. Il vaut mieux commencer par lever un peu moins, aller voir d'abord les premiers interlocuteurs, puis ensuite des plus gros, puis après des plus gros, et puis au fur et à mesure, on avance et on lève en plusieurs fois. Il faut très bien négocier. Et je finirai sur ce point-là, c'est important, c'est qu'en fait, il y a chacun son rôle. Et c'est important là, dans ce cadre-là, de se faire accompagner. À une époque, il y avait des gens qui étaient leveurs de fonds. C'est pas toujours bien vu de la part des investisseurs de voir des leveurs, parce qu'en fait, ils veulent aussi entendre les entrepreneurs et voir comment ils défendent leur dossier et leur bout de gras, parce que c'est important, en fait, c'est ton rôle. Par contre, c'est important d'avoir notamment des conseils. Et moi, je peux parfaitement rédiger et négocier un pacte d'actionnaires, négocier les conditions d'investissement, en fait, ce qu'on appelle la term sheet avec le fonds. Mais en fait, il faut un avocat à côté. Et pour la meilleure raison, c'est qu'en fait, son rôle, c'est d'aller porter des coups pour négocier. Et en fait, l'entrepreneur, il doit garder une relation saine avec son investisseur, mais il ne doit pas se laisser marcher dessus. Et donc, il faut que ses intérêts soient défendus et représentés. Et pour ça, il faut un petit peu un gladiateur, qui est d'abord, en fait, historiquement, c'était les premiers avocats, c'était les gladiateurs qui on faisait le trial by combat, comme on voit un peu dans Game of Thrones, où en fait, on avait un champion qui se battait à notre place, et là c'est exactement pareil, un avocat qui en fait se bat avec l'investisseur, et en général d'ailleurs avec ses avocats à lui, justement parce que lui aussi, il veut marquer un petit peu de distance pour garder des relations saines, parce qu'en fait, quelque part, c'est un mariage, hein. Donc il faut l'investisseur, une fois qu'il est là, il partira pas, et donc il faut quand même qu'on s'entende bien avec les gens. Donc ça, c'est très important. Oui, c'est très important parce qu'effectivement, on est là pour prendre des coups.
pour éviter que notre client voilà, les prend à notre place. Et surtout, bien s'entendre avec son VC, c'est déterminant, puisque très souvent, même tout le temps, dans le pacte et dans le schéma de rédaction du pacte, on instaure ce qu'on appelle des conseils de surveillance ou des conseils d'administration, Tout à fait. dans lesquels, en fait, le fonds d'investissement va avoir une place. Et très souvent, il est lié aussi à ce qu'on appelle des décisions importantes, et du coup, l'investisseur va avoir un droit de veto sur certaines décisions que le dirigeant, du coup, ne pourra pas prendre sans en avoir discuté au préalable avec l'investisseur et sans avoir son aval. Et Quand dans ce bien cas, même il serait majoritaire au capital. exactement. Mais justement, le pacte d'associés ou le pacte d'actionnaires, il est là aussi pour contrebalancer le pouvoir de l'associé majoritaire avec le pouvoir des minoritaires et donner Tout à plus de fait. poids aux minoritaires vis-à-vis du majoritaire. C'est C'est une pour ça espèce que de... c'est pour ça que c'est très fort la levée de fonds. C'est très fort d'un point de vue positif pour accélérer quand on a bien identifié où est-ce qu'on va dépenser son argent, mais c'est aussi très fort d'aspect négatif quand finalement on se laisse déborder et c'est vraiment faire rentrer des gens avec soi dans la direction. Et donc, bah, il faut accepter aussi. Donc, c'est-à-dire, il faut mettre un peu d'ego de côté, il faut savoir écouter, il faut savoir entendre certaines réalités. Et puis, si on n'est pas aligné avec ces gens-là, ça va être compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Il faut aller très vite parce que ben, on n'a pas le temps de perdre du temps. Par contre, il ne faut pas se précipiter dans prendre de l'argent facile très rapidement pour ensuite te prendre le mur encore plus rapidement. Donc ça, c'est très, 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 très important. Ouais, c'est un vrai Et sujet donc, de il faut être accompagné. gouvernance. C'est à la fois un sujet de Tout à fait. gouvernance et un sujet de maîtrise de son capital. Un sujet de gouvernance puisque vous devez garder à la fois un échange permanent avec votre VC, mais aussi vos associés, hein, puisque c'est toute une équipe. Et d'ailleurs, Tout à les fait. VC sont là, alors qu'ils soient privés, institutionnels, etc., ou corporate, ils sont là pour investir sur une équipe. C'est avant tout sur ce projet que l'équipe maintient enfin, que l'équipe crée et veut développer. Mais c'est aussi un sujet du coup d'actionnariat parce qu'on voit beaucoup trop de levées de fonds qui viennent diluer d'un point de vue trop important en une seule fois en fait l'ensemble des actionnaires fondateurs qui finalement perdent très rapidement le contrôle de leur société. Euh, Et ça, c'est important aussi, c'est un très bon argument. C'est qu'il faut aussi, du coup, que l'investisseur soit pas trop gourmand. Et puisqu'en fait, si l'entrepreneur qui prend des coups au quotidien, c'est difficile, c'est aussi un point important, c'est souvent on n'est pas du tout les mieux rémunérés de l'entreprise, voire parfois les moins bien rémunérés de l'entreprise. Parce que c'est pas, le but, c'est pas de s'enrichir par du salaire, c'est plutôt on doit s'enrichir économiquement si la boîte est vendue et si on a réussi la mission. Et le but, c'est pas un emploi salarié, c'est un job d'entrepreneur. Et donc, si on n'est pas, en anglais on dit incentivé, c'est-à-dire si on n'est pas intéressé à la réussite de l'entreprise par son capital, si on n'a pas de salaire, qu'on n'a pas d'intéressement au capital, qu'on prend des coups tous les jours, il y a un moment où on va être épuisé. Et finalement, si les dirigeants sont épuisés et n'ont plus la volonté d'avancer et de prendre des coups et de tirer tout le monde vers le haut, et ben, le projet est voué à mourir. Et là où, en fait, c'est le principal actif, l'équipe dirigeante et l'équipe un peu au sens élargi du terme, c'est le premier actif de l'entreprise. Si ce premier actif est voué à mourir, et ben, l'entreprise est vouée à mourir. Et donc, l'investisseur, il perdra aussi tout son argent. Il faut ménager des intérêts qui peuvent paraître divergents. Et alors, il faut justement les aligner. Et ça, c'est le rôle notamment des conseils de mettre à plat aussi certains sujets et de dédramatiser et de trouver des solutions techniques, puisqu'en fait, il existe des solutions techniques avec des goodwill, des badwill, avec des relutions, des dilutions, des mécanismes qu'on peut faire un peu du sur-mesure et faire un peu du cousu humain pour aussi ménager les intérêts de chacun. ouais, nous, il faut pas oublier que le métier d'avocat, de conseil, c'est aussi un métier artisanal, hein. On est là pour proposer des solutions et on est mandaté pour que les deals se fassent. Alors pas à n'importe quelles conditions évidemment, mais on est là pour que les deals se fassent et de trouver des solutions à l'ensemble des problèmes. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle je voudrais insister, et ça on le voit encore trop souvent, ce sont des entrepreneurs qui sont tellement contents d'avoir un oui d'un VC qui en fait ont signé leur LOI, leur lettre d'intention sur le coin de table, avec l'ensemble des conditions en fait du pacte, parce en quelques instants, Sans hein, trop lire. sans trop lire, voilà, c'est ça. Une LOI, c'est quoi, hein? C'est une lettre dans laquelle l'investisseur
explique qu'il est très intéressé à investir dans la société, et il décrit en fait comment va se passer l'investissement avec le calendrier, mais aussi et surtout l'ensemble des clauses essentielles qui vont être insérées dans le pacte d'associés et dans les différents contrats qui peuvent être connexes à l'opération. Et souvent, en fait, on a des entrepreneurs qui sont tellement contents qu'ils ne lisent pas cette LOI, et Il ils la regarde que le signent. chiffre. Exactement, ils regardent que les chiffres, ils ne signent pas enfin, ils signent la LOI, mais ils ne regardent pas notamment les clauses essentielles du pacte, qui sont en fait résumées hein, dans la LOI, souvent en annexe, et on ne regarde jamais assez les annexes. Et à ce moment-là, en fait, ils viennent nous voir en disant ah, il me faut un avocat pour rédiger en fait toute la documentation corporate pour lever les fonds. Très bien, on prend la LOI, et là, en fait, on se rend compte, en fait, et pour notamment aussi rédiger le pacte, etc., contrat d'OC, enfin, tout dépend du type d'opération. Et là, on se rend compte qu'en lisant la LOI, eh ben, en fait, ils ont perdu leur boîte parce que les décisions importantes, notamment celles où il y a un veto euh, des investisseurs, Sont sont très tellement nombreuses. importantes, sont beaucoup trop nombreuses ou beaucoup trop contraignantes, que voilà, il y a tout un schéma en fait juridique qu'ils n'ont pas anticipé en pensant que c'était juste de popote de juriste. En fait, moi, je l'ai déjà entendu ce terme. Ah, c'est votre popote, vous allez me faire quelque chose qui va matcher tout le monde. Oui, mais là, en fait, le problème, c'est que vous avez signé une LOI qu'on n'a même pas pu défendre, négocier, etc., et contrebalancer avec des propositions. Et donc, en fait, on est pieds et mains liés avec ce document. Alors, tout est relatif, on peut arriver, hein, évidemment, à renégocier une LOI, on peut justifier ça, il y a beaucoup d'éléments qu'on a aussi dans notre besace, hein, c'est notre travail, mais toujours faire attention, et je ne le redirai jamais assez, à tout entrepreneur, ne signez aucun document sans avoir contacté votre conseil au préalable pour que celui-ci ait pu faire ses commentaires. Ça, c'est vraiment indispensable. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est pas un sprint, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Et donc, aujourd'hui, en fait, quand tu es entrepreneur, tu gères des urgences relatives. C'est-à-dire que tu n'es pas neurochirurgien ou chirurgien cardiaque et tu dois prendre l'opération. Tu es les mains dans le corps d'un patient, il est en train de faire un arrêt cardiaque, et ben là, tu dois réagir dans l'urgence. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Quand tu es entrepreneur, moi je l'ai appris, il n'y a aucune décision qui ne nécessite pas une nuit pour y réfléchir et prendre un peu de temps et de contacter quelqu'un avec qui en parler. Est-ce que c'est un mentor? Est-ce que c'est un autre entrepreneur que tu connais? Est-ce que c'est justement les premiers réseaux entreprendre ou autres avec qui tu as des chefs d'entreprise qui sont passés par là, qui ont pris des torgnoles, qui ont eu des succès et qui vont te dire écoute, moi à ta place je ferai ci, ça, de contacter plein d'autres gens, ses conseils et autres pour justement échanger et de se faire un avis. Et il faut émousser tout ça pour justement construire quelque chose parce qu'en fait, c'est pas signé maintenant. Et d'ailleurs, si le VC te met la pression pour signer maintenant tout de suite, c'est peut-être un signal d'alerte qu'il faut peut-être pas signer. Exactement. Ouais. Alors on arrive à la fin de ce podcast et il y a toujours une question hein, que je pose à l'ensemble des entrepreneurs qui sont invités ici, puisque ce podcast vise le Grand Ouest. Pour toi, Edouard, c'est quoi les avantages, les atouts du Grand Ouest pour entreprendre? Alors c'est une bonne question. En fait, je dirais que aujourd'hui, il y a plein d'atouts. Certains qui sont évidents et d'autres un peu moins. Les premiers, c'est une structuration. Déjà, c'est un atout en France d'entreprendre, puisqu'il y a, comme on disait, un écosystème d'amorçage qui est très développé avec BPI et autres. Et puis, sur tout le territoire, tous les réseaux entreprendre, les réseaux comme ça, les réseaux de chefs d'entreprise, les CCI, etc. Donc, ça, c'est important. Et donc, ça, il y a sur tout le territoire. En particulier dans l'Ouest, on a aussi un tissu entrepreneurial industriel qui est assez développé, un peu comme dans le nord de la France aussi, ce qu'on appelle un peu le mafia entrepreneurial, avec beaucoup de grands chefs d'entreprise, beaucoup de TI qui sont bretonnes et qui ont une vraie solidarité entre Bretons. Et donc, demander un conseil, écrire à quelqu'un sur LinkedIn, ça c'est quelque chose que moi j'ai appris en entreprenant, c'est qu'en fait, on n'a rien à perdre à essayer. Au pire, c'est un non, ou alors au pire, on n'a pas de réponse. Et on peut avoir des belles surprises où il y a des gens qu'on pensait inaccessibles qui nous répondent. Et donc, ça, en Bretagne, il y a des très grands chefs d'entreprise qui sont parmi les plus grandes fortunes françaises. Et donc, c'est pas une question d'argent, c'est une question de. En fait, dans un système capitaliste, l'argent, c'est un critère de réussite. Et donc, on voit que c'est les entreprises qui ont bien réussi, et donc les gens sont bien enrichis. Et donc, c'est les gens qui peuvent vous accompagner, vous aider. On a aussi donc, du financement, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a une offre de VC, de fonds
régionale qui s'élargit et s'épaissit, puisqu'en fait, ils ont des poches maintenant très, très profondes. Il y a la première génération d'entrepreneurs bretons qui a aussi réussi à vendre ses boîtes, a réussi à avancer. Il y a aussi des belles boîtes en Bretagne, notamment je pense à Klaxoon par exemple, qui est un Rennes qui est en passe de devenir potentiellement une licorne. Il y a des très très belles réussites en région. Donc il faut aussi en être fier et puis il faut avancer. Et puis il y a un dernier point, je dirais, et ça c'est peut-être le moins évident, c'est qu'en fait finalement aujourd'hui, avec le Covid, on voit aussi qu'il y a un phénomène de décentralisation et un peu de déconcentration parisienne, où les collaborateurs ils ont aussi envie de vivre un peu à l'extérieur. Et finalement, la Bretagne a aussi certains atouts. Saint-Malo, nous, où il y a le siège, on a quelques-uns. Mais il y a plein de gens qui, finalement, soit veulent retourner en Bretagne, soit veulent habiter en Bretagne pour avoir une certaine qualité de vie. Et donc, c'est valable aussi en Normandie, mais aussi à Bordeaux ou autre. Il y a plein de startups qui s'installent par là. Parce qu'en fait, il y a une douceur de vivre, une qualité de vie qui, aujourd'hui, prime sur juste le salaire qui était plutôt l'apanage aujourd'hui des quadras avec un K. Et je dis, c'est plutôt aussi un équilibre vie pro, vie perso, et puis une quête de sens et retrouver un intérêt dans son travail qui guide les gens. Et donc, il faut aussi s'adapter. Et donc là aussi, le territoire dans son ensemble a des atouts. Et c'est aussi pour ça qu'il faut défendre le territoire en éradiquant les déserts médicaux, en développant localement, en payant ses impôts aussi, et en recrutant des gens en local. Et c'est super important pour dynamiser tous les territoires et pas que certaines grandes métropoles en France. Oui, c'est très important. L'écosystème de nos territoires sont très développés aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, cet écosystème est là, est présent. On a des VC, et ça je le vois et je le constate tous les jours dans les dossiers, des VC régionaux qui sont là pour aider les entrepreneurs sur le long terme, avec des incentives pour les entrepreneurs. Et puis surtout, évidemment, nos territoires sont très agréables à vivre. Et ça, on ne peut pas leur... voilà. Et puis Saint-Malo a quelques atouts, elle en a énormément. Ouais. Elle en a énormément. Ouais. Une magnifique ville. Écoute, Edouard, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Écoute, à la prochaine. Merci à tous et à toutes pour nous avoir écoutés. Merci. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir écouté Ouest Odyssée, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs du Grand Ouest. Je remercie évidemment Edouard pour cet échange extrêmement fructueux et de nous avoir raconté son histoire, décrit sa société qu'il a fondée avec ses cofondateurs et aussi et surtout de nous avoir expliqué la structuration d'une levée de fonds. Ce qui est extrêmement important dans le monde de la startup. Évidemment, je publierai le profil LinkedIn d'Edouard, donc si vous souhaitez le contacter via LinkedIn, cela sera évidemment possible. Pour ma part, vous pouvez toujours me contacter sur LinkedIn en message privé. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à contact@louispinetavocat.fr. Et pour ceux qui préfèrent échanger directement par téléphone, vous pouvez tout à fait me contacter au 06 86 25 92 94. Écoutez, je vous remercie à toutes et à tous pour ces écoutes. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et entre-temps, je vous souhaite une excellente Odyssée.